nouveau numéro de votre magazine Les Diagnostics, votre magazine qui fait l'état des lieux des institutions, l'état des lieux des situations, mais également les diagnostics des secteurs, que ce soit financier, secteur d'infrastructure et autres. Merci d'être les nôtres chaque fois de plus que vous nous suivez à travers les mondes. Vous êtes les bienvenus dans votre tranche de ces journées. Aujourd'hui, nous allons faire avec vous l'état des lieux et de l'état africain de la diaspora. Et pour ce faire, nous avons l'honneur de recevoir pour la toute première fois le docteur Louis-Georges Tan, qui est ici avec moi sur ces plateaux, sur ces beaux cadres d'ailleurs de l'hôtel Béatrice. Monsieur le docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, comment allez-vous? Nous allons bien et vous? Merci, très bien. Voilà, d'entrée de jeu, ici, c'est à Kinshasa. Vous êtes venu certainement pour des rencontres d'ordre coopératif. Et déjà, vous êtes Premier ministre, si je peux le dire, de l'État africain de la diaspora. C'est une découverte pour la majorité des Congolais, mais également la majorité des Africains. En quelques lignes, qu'est-ce qu'on peut retenir sur l'État africain de la diaspora? Alors, c'est l'État de la diaspora africaine. L'État de la diaspora et il a africaine. été créé le 1er juillet 2018 lors du sommet de l'Union africaine. Il faut savoir qu'en 2003, les chefs d'État de l'Union africaine, à l'unanimité, ont adopté une résolution disant que la diaspora, c'est la 6e région d'Afrique. Car il y a 5 régions sur le continent, Afrique du Nord, Afrique australe, de l'Est, de l'Ouest et du Centre. Mais il y a aussi, en dehors de l'Afrique, 350 millions de personnes d'ascendance africaine. Il y en a qui sont partis il y a 20-30 ans, comme migrants, d'autres dont les ancêtres ont été déportés il y a 2 ou 3 siècles, dans le cadre de l'esclavage, mais ils sont tous afro-descendants. Rien qu'au Brésil, en face du Congo, il y a 100 millions d'afro-descendants qui viennent d'ici. Donc, nous avons reçu un mandat de l'Union africaine pour créer une entité destinée à représenter ces personnes. C'est seul à l'État de la diaspora africaine. Et notre but, vous l'avez compris, c'est de renforcer l'Afrique par la diaspora et la diaspora par l'Afrique. Oui, à lire sur votre site internet, j'ai découvert même que vous avez un hymne national. Je voudrais savoir, vous êtes un État dans un État. D'abord, c'est quoi votre siège? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Vous êtes un peu partout parce que les Africains, dans la diaspora, ils sont partout. On a les sièges de l'État africain de la diaspora. Ça, c'est très trop. Alors, l'État de la diaspora africaine est partout, puisque la diaspora est partout. Moi-même, je viens de Martinique, je vis à Paris. Le second vice-premier ministre vient de Jamaïque. La première vice-première ministre vit en Angleterre. Mais nous avons des ministres qui viennent de Hong Kong, d'autres du Brésil, des États-Unis. Et puis, il y en a qui vivent aussi, bien sûr, en Afrique. Donc, nous sommes au-delà de frontières, puisque de nos jours, de plus en plus d'institutions ou de choses sont dématérialisées. Vous avez des monnaies numériques, vous avez des journaux numériques, vous avez des entreprises numériques. Eh bien, nous sommes le premier État digital, nous en sommes très fiers, et cela nous permet d'être partout et de pouvoir soutenir toute l'Afrique. Monsieur Georges Tan, on parle ici de l'État de la diaspora africaine. Ah ben, ça pourrait intriguer plus d'une personne en tout cas. Alors, c'est quoi l'idée derrière l'existence même de cet État de la diaspora africaine? Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place cet État organisateur? Je dirais que la paternité, en réalité, revient à l'Union africaine. Lorsque cette résolution a été adoptée, moi-même, je n'étais pas là, c'était en 2003. Mais ensuite, quand on m'a donné ce mandat, je l'ai pris à bras-le-corps et nous mettons en place des politiques de développement dans tous les secteurs d'activité. Ça va par conséquent de la culture à l'agriculture, en passant par la santé, le logement, l'énergie, le transport, bref, tout ce qui fait qu'un État est un État. La seule différence, au fond, c'est que nous sommes un État sans frontières. Alors, vous avez dit que, évidemment, c'est un État en fait, de la diaspora africaine dont la vocation est justement de réunir les afro-descendants autour, évidemment, d'une certaine originalité qui est l'Afrique. Mais malheureusement, cet État reste peu connu du grand public africain. Mais qu'est-ce que vous entreprenez comme action pour pouvoir vous faire connaître, du moins, des Africains? Alors, ce qui est important, en fait, c'est l'efficacité. Ce qui est important, c'est l'efficacité, les discussions que nous avons régulièrement avec les institutions africaines, avec les institutions internationales. Et tout cela, c'est évidemment du travail de structuration. Nous ne sommes pas là pour faire des concerts de sensibilisation au grand public. Non, c'est pas tellement ça. C'est vraiment un travail en profondeur que nous sommes en train de mettre en place. Alors, lorsque je parle d'infrastructure,
Eh bien, nous avons signé des accords de coopération pour mettre en place sur le continent plus de 30 villes, ce que j'appelle des smart cities. Smart au sens smartphone, donc des villes connectées. Eh bien, nous avons signé pour en créer dans plusieurs lieux qui vont du Libéria à Madagascar, en passant par le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria, les deux Congos, par exemple. Ça sera en connivence, évidemment, avec les autorités de ces pays africains. Absolument, absolument. Donc, pour ce qui est du Congo, nous avons déjà signé des accords avec les autorités locales, dans le Kasaï central, à Lumumba-ville avec la maire de la ville, avec les autorités de Mwanda, par exemple, et d'autres lieux encore en RDC. Et quand vous faites une ville, vous développez l'activité, parce que dans la ville, il y a de tout. Il y a à la fois le logement, il y a les commerces, il y a l'hôpital, il y a l'université, et même vous devez penser à l'agriculture en dehors de la ville, et vous développez les infrastructures d'une manière générale. Donc véritablement, c'est cela que nous faisons, et je viens ici en RDC pour signer des accords de coopération avec les autorités et rencontrer effectivement toutes les personnes pertinentes pour développer et apporter notre pierre à l'édifice. Et donc c'est encore en cours, ce n'est pas encore signé ces accords? Alors les accords sont signés au niveau local, dans les endroits que j'ai indiqués, et puis nous devons aussi rencontrer les autorités fédérales de la RDC. À combien évaluez-vous, sans pour autant vous interloquer, à combien évaluez-vous le coût total de ces projets des Smart Cities? Alors c'est très variable parce que ça dépend de la taille de la ville. En général, nous demandons au minimum 10 000 hectares, c'est l'équivalent de la superficie de Paris par exemple, et 10 000 hectares, vous pouvez faire déjà une grande ville. Et une ville de cette taille, c'est au minimum 10 milliards de dollars. Je vous donne un exemple. Même pour une ville plus petite, le complexe médical qu'il y aura dans chaque ville. Et donc, ce complexe médical comprend un hôpital de 400 à 800 lits, une faculté de médecine, la faculté de pharmacie, de dentiste, l'école d'infirmière, le logement pour le personnel, l'hôtel pour les visiteurs. Tout cela, c'est un budget de 1,2 milliard de dollars. Et ça, c'est juste une partie de la ville. La ville, il n'y a pas que le complexe médical. Qui sera financé par vous, évidemment. Voilà, c'est ça. Nous apportons les financements. Donc, lorsque vous avez une ville, c'est plus de 10 milliards de dollars en fonction de la taille du terrain qui est mis à votre disposition. Mais ces infrastructures-là que vous allez donc construire dans ces pays, dans des entités que vous avez identifiées ici, on a comme l'impression que ça va plus bénéficier à ces États. Quelle sera votre part de gains là derrière? Lorsque nous faisons une ville dans un pays, c'est naturellement d'abord pour la population locale. C'est la moindre des choses. Mais il y a dans la diaspora des gens qui souhaitent aussi apporter leur contribution parce qu'ils ont étudié, ils ont des expertises, ils aiment l'Afrique, c'est leur pays d'origine, le Congo par exemple, eh bien ils peuvent aussi revenir et bénéficier de prestations modernes dans ces lieux. Et donc si nous avons des médecins dans la diaspora, eh bien moi je souhaite qu'ils viennent travailler d'abord en Afrique. Voyez pourquoi ça sera un outil utile à tout le monde. Docteur, vous avez dit tantôt que vous êtes là pour la construction des Smart Cities. Ça équivaut au numérique. Alors, quelle lecture faites-vous pour l'Afrique au siècle actuel où le développement numérique dans notre continent est un peu beaucoup plus avancé qu'ici en Afrique et vous voulez migrer vers les numériques en RDC? Oui, vous avez raison, puisqu'une Smart City, c'est en effet une infrastructure numérique. Aujourd'hui, l'Afrique est beaucoup plus développée dans le numérique que beaucoup de pays du monde. Pourquoi? Parce que la jeunesse africaine est très importante, comme nous le savons, et la jeunesse en général très connectée. Par conséquent, dans beaucoup de pays d'Afrique, on paye au quotidien avec le téléphone, chose qui ne se fait pas très souvent en Europe. Donc nous avons là des gens extrêmement compétents qui peuvent développer. Alors une Smart City, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les infrastructures, par exemple, de transport, là, vous pourrez consulter les horaires beaucoup plus facilement, directement en ligne. Donc nous avons tout un cahier des charges qui est en train d'être mis en place par notre ministre des Nouvelles Technologies et de la Communication, qui vient du Sénégal, qui dirige une entreprise dans ce domaine. Et là, toutes les infrastructures numériques seront listées et chaque Smart City devra intégrer ces infrastructures numériques pour que nos villes soient tout à fait au top. Je vais revenir un peu en arrière. Vous êtes les premiers ministres d'un État et vous avez tout un gouvernement. Vous avez les ministres de l'économie, les différents ministères. Comment vous vous êtes organisé? Vous avez pris les ministres dans différents pays ou bien vous avez fait comment pour que vous ayez des ministres dans chaque structure, dans chaque secteur également? Alors c'est vrai que nous avons une trentaine de ministres qui viennent du monde entier, d'Afrique et de la diaspora. J'ai essayé de composer ce gouvernement comme n'importe quel chef d'État qui veut avoir les meilleurs talents autour de soi.
Nous avons par exemple notre ministre des Sciences et de l'Industrie, qui est Cheikh Modibo Diarra, qui était il y a quelques années encore Premier ministre du Mali et qui était aussi directeur de projet à la NASA. C'est un astrophysicien reconnu de manière internationale. Nous sommes extrêmement fiers de l'avoir avec nous. Notre ministre de la Culture, Uzan Palsi, est une personne des Caraïbes qui a obtenu un Oscar il y a 1 an et demi pour l'ensemble de son œuvre. Elle a fait des films extraordinaires sur la Martinique, sur l'apartheid en Afrique du Sud. C'est une fierté pour nous. C'est la seule personne noire à ce jour, à ma connaissance, à avoir obtenu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. Donc, nous avons choisi des personnalités éminentes qui puissent mettre leur contribution au service du continent. Vous avez, vous êtes tout un État, c'est-à-dire vous avez des citoyens qui appartiennent à votre État. Moi, par exemple, qui suis congolais, je me définis en ayant ma carte d'identité, mais également les passeports de mon État. Alors, qu'est-ce qui identifie les citoyens de l'État africain, de la diaspora africaine, comme carte ou bien passeport? Vous avez quoi? Oui, nous avons la carte d'identité, et donc, qui est numérique en effet. On peut y accéder sur notre site internet, je donnerai les références tout à l'heure. Et pour y arriver, il y a 3 voies d'accès différentes. Si par exemple, vous êtes dans la diaspora, mais que votre père vient du Congo, ou votre mère vient d'Afrique du Sud, eh bien, vous avez des papiers qui le démontrent aisément. Vous pouvez devenir citoyen ou citoyenne de l'État de la diaspora. Si vous êtes dans ma situation, moi je suis martiniquais d'origine, et nos ancêtres ont été déportés, il n'y avait pas de papier, bien entendu. Mais on peut faire une lettre sur l'honneur disant « Oui, j'affirme ici sur l'honneur que mes ancêtres sont d'origine africaine ». C'est aussi un document valide pour obtenir la nationalité. Et au-delà de cela, il y a des personnes qui n'ont pas forcément de lien direct avec l'Afrique par rapport à leurs histoires passées, mais qui veulent faire un projet d'avenir. Quelqu'un veut investir en Afrique, quelqu'un veut développer la culture africaine et est passionné par l'Afrique, eh bien cette personne est aussi éligible à la citoyenneté. Donc vous voyez, nous sommes extrêmement ouverts parce que tous les talents sont utiles au développement du continent. Et quels sont en fait les avantages, je dirais, socio-diplomatiques, mais également économiques cachés derrière cette carte d'identité que vous délivrez à vos citoyens? Alors, moi qui suis par exemple citoyen français, j'ai une carte d'identité française, ça ne me sert à rien du tout, sauf à la montrer à la police s'il y a un contrôle d'identité. Okay. Vous voyez, bon, c'est pas extrêmement valorisant. La carte d'identité que nous avons, elle est numérique, par conséquent, elle donne un accès privilégié et des réductions sur tous les services que nous mettons en place. Par exemple, quand nous allons au Congo, je l'espère, créer cette faculté de médecine, eh bien, les citoyens de l'État de la diaspora africaine pourront y accéder avec des prix réduits. Nous avons l'intention de mettre en place la bourse panafricaine des matières premières agricoles. Là aussi, les agriculteurs du Congo qui voudraient être membres de cette bourse auront un accès privilégié avec des tarifs préférentiels s'ils sont citoyens de l'État de la diaspora africaine. Donc, vous voyez, tous les services que nous mettons en place, le logement, vous voulez avoir un logement dans la ville nouvelle que nous faisons, vous achetez la carte d'identité, vous êtes citoyen, eh bien vous avez une réduction qui est supérieure au prix de la carte d'identité. Donc, vous la rentabilisez immédiatement. Par conséquent, l'identité, c'est à la fois quelque chose de moral, j'allais presque dire spirituel, c'est aussi un outil économique. Alors, puisque nous parlons toujours État, revenons un peu en arrière. Vous avez évoqué ici, ou je dirais que vous avez présenté un profil dithyrambique des membres de votre gouvernement. Ça m'a un tout petit peu intrigué. Alors, vous avez dit au départ ici également que vous étiez vous-même, n'est-ce pas, à la base de ce choix de ces membres du gouvernement. Alors, une question qui m'intrigue ou encore qui me taraude l'esprit, celle de savoir évidemment, vous êtes un État démocratique ou un État autarcique ou un État oligarchique? Que sais-je encore? Alors, nous avons évidemment une constitution qu'on peut trouver sur notre site et que nous devons respecter. Nous sommes d'ailleurs en ce moment en discussion avec toutes les autres instances de l'Union africaine. Et donc, oui, il y a un renouvellement nécessaire des instances. Nous avons le Parlement, nous avons la Chambre royale. Là, on ne va pas voter pour les rois, c'est différent. Les rois d'Afrique sont là, mais ils sont représentés. Il y a plus de 3000 rois ou chefs traditionnels qui sont représentés dans notre Chambre royale. Donc, vous voyez, c'est une instance démocratique, mais qui est très largement représentée dans le monde entier, sur le continent. Vous êtes présentement, en fait, à la tête de cet État, de la diaspora africaine. Est-ce qu'on peut savoir, après combien de temps, quelqu'un d'autre prendra votre place? Alors, selon nos statuts, selon notre constitution, je peux être élu seulement 2 fois et pas davantage.
Vraiment, moi je vais retourner dans votre gouvernement. Vous avez les ministères de la Justice. Bon, dans notre pays, par exemple, ici en RDC, moi je suis congolais, une fois j'ai bafoué la loi, et les ministères de la Justice, à travers ces instances, vont certainement me questionner, me mettre également peut-être en prison. Alors, pour l'État de la diaspora africaine, si votre citoyen viole la Constitution ou bafoue quelques règles, quelles sont les sentences prévues par la loi? Alors, selon la gravité de la peine, il y aura évidemment des sanctions graduées. Vous pouvez avoir un droit de vote suspendu. Vous pouvez être exclu définitivement. Et puis, lorsque nous serons dans le cadre des Smart Cities, là, chacune de ces villes sera évidemment dirigée de manière conjointe, je pense, par l'État hôte et par l'État de la diaspora africaine. Donc, si c'est au Congo, il y a des lois au Congo. Les gens qui sont dans la ville faite par l'État de la diaspora africaine au Congo doivent aussi, bien sûr, respecter le droit congolais. Mais là, vous serez en fait dans l'obligation également de vous harmoniser avec le texte dans lequel ces Smart Cities seront implantés. Absolument. Ça veut dire que nous allons devoir discuter au cas par cas parce que le règlement qui va s'appliquer dans la Smart City du Nigeria sera sans doute différent de celui dans la Smart City du Congo ou du Kenya. Donc nous devons évidemment discuter avec les autorités locales. En quelque sorte également, en RDC, il y a des prisons. À l'État africain, à l'État de la diaspora africaine, il n'y a pas de prisons. Alors, nous sommes État sans frontières, nous n'avons pas de prison. Nous pouvons exclure les gens, mais nous ne pouvons pas faire davantage. Mais si le citoyen a fait quelque chose qui contrevient au droit congolais dans la Smart City de l'État de la diaspora au Congo, eh bien, il y a des prisons au Congo qui peuvent en effet répondre à la situation. Voilà, vous êtes ici en Afrique pour développer l'Afrique, mais également apprendre de l'Afrique et pour vous avez développé également. Vous avez fait la lecture sur l'économie africaine pour un développement assez durable. Vous allez remarquer, et avec moi, qu'il y a des pays qui sont encore sous-développés. Quel modèle économique apportez-vous en Afrique pour un développement assez durable? Nous souhaitons qu'il y ait un développement autochtone. Je regrette que les traditions coloniales perdurent trop souvent en Afrique. C'est-à-dire qu'on va chercher de l'aide souvent auprès des anciennes puissances coloniales, auprès peut-être de la Chine, auprès de la Russie. Pourquoi pas? Chaque pays est souverain. Mais moi, si je suis malade, je vais d'abord passer un coup de fil à ma sœur, à mon frère, à ma mère, mes cousins, pour qu'ils viennent m'aider. Donc, nous pensons que l'Afrique pourrait d'abord téléphoner, contacter la diaspora, c'est la famille. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de discuter avec les autres, mais je dis on pourrait commencer par la famille. Est-ce que vous savez que la diaspora apporte au continent chaque année l'équivalent de 70 milliards de dollars? Évidemment, c'est une question que j'allais même vous poser, sans pour autant vous interloquer, évidemment. En fait, la diaspora africaine constitue ce qu'on appelle une véritable niche économique pour les États africains. Plus qu'une niche, vous avez raison. Voilà. C'est-à-dire que 70 milliards de dollars... À votre niveau, vous vous organisez pour capitaliser en fait, cet atout en faveur, évidemment, du développement des États africains? Tout à fait. Alors, 70 milliards de dollars, ce sont les chiffres de la Banque mondiale qui sont envoyés chaque année vers le continent. Cela représente 13% par exemple du PIB du Sénégal, 26% du PIB du Libéria, 70% du PIB du Soudan. C'est considérable. Je pense que ça pourrait être encore plus. Je rappelle d'ailleurs que l'aide internationale est 2 fois plus faible que ce montant. Et l'aide internationale n'est pas une aide, ce sont des prêts avec des taux d'intérêt importants. Lorsque la diaspora envoie de l'argent vers le continent, en général, c'est pour aider la famille à payer les factures, à payer les médicaments. Vous n'allez pas dire à la mère, j'envoie de l'argent, mais rembourser à un taux de 10%. Si tu ne rembourses pas, je vais saisir la maison. Non. En général, c'est des prêts à taux zéro ou même des donations la plupart du temps. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de chercher de l'argent dans la diaspora que de le chercher auprès de la Banque mondiale, par exemple. Maintenant, ça peut être beaucoup plus. La diaspora qui contribue à l'Afrique, c'est ce qu'on appelle la jeune diaspora, c'est-à-dire les gens qui sont partis il y a 1 ou 2 générations et qui ont encore un lien identifié avec une famille présente. Moi, par exemple, qui viens de la Martinique, eh bien, mes ancêtres viennent du Bénin et du Congo, que je sache, mais qui exactement? Donc, je souhaiterais contribuer économiquement, mais si j'envoie de l'argent, à qui? Nous pensons par conséquent qu'il faudrait faire un fonds pour le développement de l'Afrique et de la diaspora, qui servirait à financer des projets clairement identifiés, avec une gouvernance rigoureuse. Et à ce moment-là, les Brésiliens qui viennent du Congo, les Jamaïcains qui viennent du Nigeria ou du Ghana, etc., pourraient eux aussi
contribuer parce qu'ils rêvent de pouvoir le faire, mais ils n'ont pas le véhicule économique pour le faire. Selon mes estimations, d'ici une génération, nous pourrions arriver à l'équivalent de 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire 1 trillion. On est à 70 milliards, on pourrait arriver à 1 trillion. Mais ça, pour le coup, il faut qu'on crée un fonds, pourquoi pas au Congo, et cela permettrait de développer l'économie d'une manière extraordinaire. Évidemment, alors puisque vous parlez de la création de ces fonds-là, dans l'une de vos sorties médiatiques, vous avez évoqué en fait la création d'une banque de la diaspora. Où en est-on avec ces projets aujourd'hui? Alors, cette banque de la diaspora existe aujourd'hui. Nous sommes en train d'en créer d'autres, par exemple la banque des lingots d'or, parce que beaucoup de pays, c'est le cas du Congo, créent de l'or, mais le vendent à l'étranger. Et du coup, vous perdez votre or, et quand vous avez dépensé l'argent, vous avez perdu l'argent. On pourrait cependant monétiser les actifs aurifères directement au Congo et garder et l'or et l'argent. Je ne veux pas être trop technique, mais c'est quelque chose qui est très important. Les matières premières du Congo n'ont pas besoin d'être vendues à l'étranger pour bénéficier à la population. Donc ça aussi, c'est un projet sur lequel nous travaillons. Alors la banque, je reviens encore sur la banque de la diaspora. En fait, quelles sont les missions assignées à cette banque de la diaspora? Elle a pour fonction de développer l'économie, de financer l'économie africaine parce que malheureusement, les financements manquent et du coup, l'Afrique est exposée à des prêts au taux d'intérêt très élevé. Nous avons accès à des financements qui sont des financements qui ne sont pas du tout remboursables. Donc, c'est quasiment une donation. Par conséquent, nous souhaitons que ces fonds soient mis à disposition des pays africains. Et vous avez déjà eu à financer quelques pays? Alors, nous sommes en train de signer avec un certain nombre de pays. Pour l'instant, je ne dois pas le dire pour des raisons de confidentialité, mais nous avons des lettres d'invitation pour des visites d'État qui sont prévues dans les semaines à venir dans plusieurs pays d'Afrique où nous pourrons mettre en place ces infrastructures, ces financements avec les banques centrales. Si vous voulez, Monsieur le Premier ministre, moi je vais m'attarder sur les financements. Certainement, vous établissez des budgets par rapport aux villes que vous voulez construire, et entre autres. Vous avez choisi 30 villes. L'Afrique est tellement vaste, avec plus de 150 villes. D'abord, pourquoi les choix des 30 villes? Je suis d'accord avec vous, c'est très insuffisant et nous espérons pouvoir faire beaucoup plus si les pays africains engagent le dialogue parce que ces financements ne peuvent pas se faire sans leur autorisation. Donc on ne demande pas d'argent, au contraire, on en apporte. Encore faut-il que nous puissions établir un dialogue. Donc s'il y a demain matin plus de dirigeants africains qui signent des accords de coopération avec nous, nous pourrons faire beaucoup plus que 30 villes. Là, les 30 villes, ce sont des villes dans lesquelles il y a déjà des accords de coopération qui ont été faits, ne serait-ce que pour accéder au foncier, parce que le foncier, c'est la base. Mais si d'autres États nous rejoignent, nous ferons encore plus. Parlant également, encore une fois de plus, des financements. Financer une ville pour 10 milliards de dollars, c'est beaucoup. C'est quoi vos sources de financement? Nous avons des sources de financement qui viennent de l'international, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle la justice climatique. Vous le savez peut-être, l'Afrique contribue seulement à 5% du réchauffement climatique. Cependant, 2/3 des dégâts climatiques sont et seront en Afrique. Nous voyons toujours les inondations, récemment du Nigeria jusqu'au Tchad, en Tanzanie, au Kenya. Ce sont des milliers de personnes qui sont mortes, sans parler des dégâts économiques. Vous voyez également les côtes d'Afrique de l'Ouest qui s'érodent parce que le niveau de l'eau monte. Donc vous avez des centaines de milliers de personnes à reloger. Vous avez bien sûr la sécheresse, non seulement la sécheresse qui fait que le Sahara s'étend de plus en plus, mais même aujourd'hui, le désert du Kalahari devient une espèce de pompe qui assèche même le sud du Congo. C'est-à-dire que là où vous aviez la jungle hier, vous avez pratiquement des savanes aujourd'hui. On sait que les chutes du lac Victoria, des chutes Victoria, aujourd'hui deviennent de plus en plus sèches, ce qui est catastrophique. Tout cela, ça va coûter beaucoup d'argent. Voilà pourquoi, dans le cadre de la justice climatique, le principe de la réparation climatique a été acté lors de la COP de Sharm el-Sheikh, la conférence climatique. Nous étions sur place, nous avons fait un plaidoyer pour qu'il y ait une réparation climatique et nous avons aujourd'hui des fonds qui viennent dans le cadre de la réparation climatique et qui sont disponibles pour les pays du Sud en général et pour l'Afrique en particulier. Vous avez des exemples? Et je continue, c'est pour ça que ce sont des fonds qui sont non remboursables, parce que c'est une compensation. Donc ce ne sont pas des prêts qu'il faudrait rembourser, c'est une réparation climatique qui est due aux pays africains. Et vous voulez investir en Afrique, notamment dans plusieurs secteurs, je cite les infrastructures, mais également la culture.
La culture africaine est tellement vaste, un peu différente d'un pays à un autre. Comment faites-vous pour que cette culture soit uniforme, même à 50 ou à 100%? Alors, nous ne voulons pas que cette culture soit uniforme. Nous voudrions en revanche qu'il y ait des États-Unis d'Afrique, comme Kwame Nkrumah le voulait, mais pas une culture uniforme. Mais ce que nous faisons, c'est de commencer par la base. Vous devez savoir que 95% du patrimoine de l'Afrique est aujourd'hui détenu en dehors de l'Afrique. Par les colons. Donc dans des musées coloniaux qui ont été faits, le British Museum en Angleterre, le Louvre en France, Tervuren en Belgique, etc., etc. Rien que Tervuren en Belgique, ce musée détient, croyez-le, plus de 800 000 biens culturels appartenant au Congo. À la République démocratique du Congo. À la République démocratique du Congo. Et encore, je ne parle pas... Que faites-vous alors pour que la République démocratique du Congo puisse récupérer? Non seulement la République démocratique du Congo, mais l'Afrique. Tous les pays d'Afrique, de l'Égypte jusqu'à l'Afrique du Sud. Je sais que vous allez continuer. Dernièrement, vous avez obtenu de l'UE, en fait, l'adoption d'une loi qui appelle évidemment à la restitution et à la réparation, je lis ici, du trésor africain pillé pendant la colonisation. Absolument. Où en sommes-nous présentement? Nous avons fait adopter au Parlement européen un texte qui demande la restitution et la réparation. Nous avons gagné en France, face au gouvernement français, nous avons fait adopter des textes et la restitution des trésors du Bénin a eu lieu il y a 2 ans. J'étais d'ailleurs invité par M. Talon, le président de la République, qui m'a remercié au nom du peuple béninois. Maintenant, pour le Congo, nous avons besoin de faire exactement le même travail. J'avais reçu un mandat du ministre de la Culture pour faire le travail. Nous avons fait adopter un texte à Bruxelles. Cette fois-ci, je parle de la Belgique. Et aujourd'hui, nous avons besoin que ce texte soit mis en œuvre. Il y a un premier masque Kakungu qui a été rendu à l'Afrique. Le roi des Belges est venu, mais 1 sur 800 000, c'est très peu. Nous avions un mandat qui nous avait été donné pour 5 ans et nous souhaitons maintenant que ce mandat soit reconduit pour que nous puissions poursuivre le travail. Parce que nous avons fait adopter un texte au Parlement européen, il y a un trésor qui est déjà revenu, c'est bien, mais c'est un début très modeste. Nous avons besoin maintenant que le Congo nous donne mandat pour poursuivre le travail qui a été initié, parce que je ne peux pas, de ma propre autorité, le faire. J'ai besoin d'avoir un mandat. Nous avions eu le mandat au Bénin, on a fait le travail. J'ai besoin que le mandat soit prolongé en RDC, et c'est ainsi que nous pouvons travailler. C'est bien bon, en fait, de ramener tous ces trésors dont vous faites évocation ici, mais est-ce qu'on a pris à l'interne, c'est-à-dire quand je parle à l'interne, je fais allusion, n'est-ce pas, à la région africaine, est-ce qu'on a pris des mesures suffisantes en termes évidemment d'infrastructures pour accueillir tous ces trésors que nous réclamons? En fait, oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musées très modernes en Afrique. Ici, à Kinshasa, il y a un très beau musée très moderne qui a été inauguré il y a quelques années. Ça fait 2-3 ans, je crois. Voyez, par exemple, le musée des civilisations à Dakar, qui est très moderne, qui est totalement vide. Donc, nous avons aujourd'hui, au Cameroun et ailleurs, en Afrique du Sud, en Algérie, de très grands musées. Parfois, dans certains pays, les musées ne sont pas prêts, certes, mais ce n'est pas un problème. Pour autant, la restitution, qui est un acte juridique, doit être faite. Et donc, le pays en question doit dire, cela appartient à tel ou tel pays, le Lesotho, je ne sais pas, peut-être la Centrafrique, et même si la Centrafrique n'est pas prête à accueillir ces objets, on doit reconnaître qu'ils appartiennent à la Centrafrique. Le pays qui a volé ces objets doit le reconnaître, et au moins dire, on les garde, mais par exemple, on doit payer une redevance annuelle. Ou alors, on les fait circuler dans le monde entier avec des expositions internationales qui rapportent des fonds. Et si ça reste en Belgique, ok, mais la Belgique paye. Il n'y a aucune raison que les biens de l'Afrique ne soient pas en Afrique. Alors, puisque nous parlons en fait du secteur, j'appellerais ça aussi des industries culturelles et créatives, et évidemment, ces industries en Afrique, dans certains pays comme le Nigeria, foisonnent, participent énormément à la croissance économique de ces pays. Mais en République démocratique du Congo, malgré, comme l'ami l'a dit ici, malgré la richesse culturelle que nous avons, nous peinons évidemment à tirer profit de ce secteur culturel. N'avez-vous pas de proposition concrète par rapport à cela pour accompagner évidemment le gouvernement congolais à bénéficier encore, à tirer amplement profit de ce secteur? Alors, vous qui êtes des hommes de médias, vous serez ravis de savoir que nous travaillons à la création de Soliwood. Alors, SOAD, c'est State of African Diaspora, et le Hollywood de SOAD, c'est une ville cinéma. Parce que dans beaucoup de pays qui sont très forts, vous avez en Italie Cinecittà, vous avez Hollywood aux États-Unis, et souvent il n'y a pas une ville de cinéma.
Même Bollywood en Inde, c'est pas vraiment une ville du cinéma. Même Nollywood au Nigeria, c'est pas vraiment une ville du cinéma. Il y a des films. Mais quand vous avez une ville du cinéma, vous créez de la synergie. C'est-à-dire que tous les studios sont au même endroit, finalement toutes les stars vont habiter là, tous les producteurs sont là, et donc vous générez beaucoup plus d'actes de trafic, d'activités, de revenus. Donc nous avons l'intention de faire le Sollywood de l'Afrique. Nous n'avons pas encore choisi le lieu exact. Beaucoup de gens me pressent de choisir la RDC. Je dis pourquoi pas, parce que Nollywood, c'est en anglais, et l'Afrique francophone. Mais c'est des gens de la diaspora qui l'ont fait, je ne vais pas me plaindre. Et bien des films comme ça, il en faut davantage. Des films qui parlent de nos histoires panafricaines, de nos héros, des films sur Shaka Zulu, des films sur les grandes héroïnes de l'Afrique, et il y en a beaucoup. Des films qui parlent des problèmes des gens au quotidien, des solutions que les gens inventent au quotidien et qui nous invitent à créer davantage. Donc, vous savez, l'Afrique a tout ce potentiel et toute cette jeunesse. Comment est-ce que les États-Unis ont conquis le monde? Pas tellement par les armes. Souvent, les États-Unis ont perdu, que ce soit au Vietnam, en Corée, c'était pas évident, en Afghanistan non plus. En revanche, il y a Hollywood. Quand vous faites un film comme ça, tout le monde entier le remarque, le regarde et l'apprécie. Même des gens qui détestent les États-Unis, même des terroristes anti-américains, ils ont quand même des chaussures Nike, ils boivent du Coca-Cola comme tout le monde, ils ont un Apple, etc. Donc, à travers ce cinéma, eh bien, les États-Unis ont influencé le monde entier, qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en plaigne, et tout le monde achète des produits américains. Aujourd'hui est venu le moment que l'Afrique produise ses films, que les valeurs africaines soient exportées dans le monde entier et les produits africains aussi. Donc, voilà une source de revenus potentielle. Alors, puisque nous parlons en fait de valeurs africaines, je comprends facilement que vous identifiez ici, vous avez comme repère historique l'Afrique, mais quel est votre repère linguistique? Si je peux peut-être outrepasser encore ma question, quel est votre repère spirituel? Alors, de point de vue linguistique d'abord, nous avons adopté il y a 2 ans une loi générale sur la culture qui s'appelle Culture, ethnocide et souveraineté. Et dans le cadre de cette loi, il y a un article qui identifie les langues officielles de l'État de la diaspora. Il y en a 7. Il y a, ce n'est pas surprenant, l'anglais, le français, le portugais et l'espagnol, mais ce sont des langues coloniales. Alors, on les utilise parce qu'au Brésil, il y a 100 millions de personnes qui parlent brésilien, portugais, on ne va pas écarter ces langues. Mais nous avons aussi 3 langues panafricaines que nous avons choisies, le swahili, le yoruba et aussi le créole haïtien notamment, qui est une langue africaine, qui est parlée en Haïti. En fonction de quels critères vous avez choisi ces langues, ces 3 langues? Alors, ça a été un vaste débat. Vous imaginez, beaucoup de gens disaient non, moi je veux que ce soit le Lingala, Voilà, moi je veux que ce soit... Évidemment, parce qu'en Afrique centrale, ici, il y a le Lingala qui réunit plusieurs pays. On voit le Congo, la RCA. Absolument. C'était une discussion âpre, vous pouvez l'imaginer, mais à la fin, tout le monde était d'accord. Donc, le Swahili, pourquoi? Parce que finalement, c'est déjà une des langues de travail de l'Union africaine. Donc, c'est un argument important. Le Yoruba, parce qu'on ne voulait pas prendre une deuxième langue d'Afrique centrale. On a dit on va prendre l'Afrique de l'Ouest parce qu'une bonne partie de la diaspora vient d'Afrique de l'Ouest. On aurait pu prendre d'autres langues, pourquoi pas le berbère, le peul, etc. On a pris le Yoruba pour plusieurs raisons, mais notamment parce que c'est une langue aussi qui est présente dans la diaspora, notamment dans les chants traditionnels, dans les religions traditionnelles, finalement de Cuba jusqu'au Brésil. Il y a des gens qui parlent Yoruba sans le savoir. C'est-à-dire, dans le cadre des chants traditionnels, il y a des chants qui sont en langue Yoruba, et parfois, les gens chantent cela sans comprendre le sens, mais ce sont des chants Yoruba. Donc pour nous, le Yoruba est parlé à la fois en Afrique, mais aussi dans la diaspora. Ça a été un argument coup de cœur qui fait qu'on a choisi le Yoruba. Et votre repère spirituel, puisque je ne peux pas m'en passer, puisque vous savez, autant que moi que la plupart des pays actuellement là, la plupart des pays ont toujours trouvé comme point de repère leur spiritualité pour pouvoir également émerger. On se rend compte que l'Afrique a également, je dirais, et on passe de trouver son repère spirituel. C'est pour cette raison que l'on trouve quand même cette mosaïque de spiritualité. Par conséquent, on assiste à une déperdition des valeurs spirituelles. Alors, si vous me demandez qui est mon père spirituel, je vous répondrai Aimé Césaire, qui est le chantre de la négritude, le poète martiniquais. Et comme je suis martiniquais moi-même, peut-être parce que je suis un peu chauvin, je vais dire Aimé Césaire. Maintenant, si je parle, non pas en tant que personne, mais en tant que Premier ministre de l'État de la diaspora africaine, nous avons des entretiens, des interviews que nous avons fait avec pas mal de nos ministres, de nos députés, de nos ambassadeurs. Le nom qui revient le plus souvent, c'est Kwame Nkrumah.
Et je le comprends très volontiers, c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. On s'en souvient, le premier président du Ghana voulait faire les États-Unis d'Afrique. Et il avait raison. Je crois que cet agenda doit rester sur la table. Nous-mêmes, nous y travaillons. Parce que, aujourd'hui, est-ce que vous savez que l'Afrique a un PIB supérieur à celui de l'Inde? L'Inde, c'est 2600 milliards de dollars. L'Afrique, c'est 2800 milliards de dollars. Tout le monde dit l'Inde, c'est une grande puissance émergente. On me dit l'Afrique, c'est une collection de petits États misérables. Je dis, mais le PIB de l'Afrique est supérieur à celui de l'Inde. On me dit, oui, mais l'Inde, c'est un pays, l'Afrique, c'est 54 pays. C'est vrai. Mais si on faisait quelque chose de plus fédéral en Afrique, là, on dirait, l'Inde, c'est la 5e puissance mondiale, mais l'Afrique, c'est la 4e puissance mondiale, puisque notre PIB est déjà supérieur. Donc, voyez comment une gouvernance légèrement différente, mais qui était celle qui était déjà en débat en 1963. Je n'invente rien. Donc, on change la gouvernance et déjà, on devient la 4e puissance mondiale. Ça change tout. Quand vous êtes la 4e puissance mondiale, vous n'êtes pas très loin de devenir la 1re puissance mondiale. En une génération, on peut y arriver. Monsieur le Premier ministre, vous avez cité tantôt Kwame Nkrumah. Je vais maintenant entrer dans vos journées officielles parce que j'ai vu beaucoup de noms africains, notamment Marcus Garvey, mais les noms également de Patrice Lumumba. Une journée officielle du 17 janvier. Pourquoi Patrice Lumumba? Pourquoi tous ces noms-là s'étaient sélectionnés sur base de quels critères? Nous avons souhaité avoir des journées officielles qui soient représentatives de la culture panafricaine. Donc nous avons une douzaine de journées nationales qui sont en général des dates consacrées à des héros ou des héroïnes à parité de l'histoire panafricaine. Donc nous avons des héros africains, Kwame Nkrumah, donc le Kwame Nkrumah Day, Patrice Lumumba. Bon, je pense qu'au Congo, personne ne va contester la légitimité d'une journée nationale pour nous, qui soit la journée Patrice Lumumba. Nous avons évidemment les héros de la diaspora, Marcus Garvey que vous avez évoqué. Nous avons la reine Nani, qui est une héroïne de la lutte contre l'esclavage, qui est jamaïcaine. Nous avons Carlota, qui est aussi une cubaine extraordinaire. Nous avons des héros brésiliens, des héroïnes. Et puis nous avons aussi la journée des femmes panafricaines, qui est le 31 juillet. Nous avons aussi la journée de libération de l'Afrique, le 25 mai. Là, c'était évident aussi de choisir ces dates, ou la date d'abolition qui commémore l'abolition de l'esclavage au niveau international. C'est aussi notre histoire. Nous avons plus de 100 millions d'Africains qui ont été victimes de l'esclavage et nous devons avoir une réparation, pas seulement un souvenir de cela, mais une réparation pour tout cela. D'où le texte que nous avons fait adopter, j'en parlais tout à l'heure, au Parlement européen, et nous militons pour les réparations liées à l'esclavage et à la colonisation. Votre État a également des ambassades à travers le monde à 4 degrés. J'ai feuilleté, je n'ai pas vu les noms de la RDC. Ah oui, nous avons plus de 120 ambassadeurs. En RDC, nous avons pas moins de 3 ambassadeurs qui travaillent, ambassadeurs résidents et des ambassadeurs itinérants. Et puis, nous en avons aussi dans la diaspora. Donc oui, rassurez-vous, nous avons des ambassadeurs ici en RDC. C'est d'ailleurs grâce à eux que je peux être ici. Ils ont fait un travail de préparation. Nous avons M. Mukalenge, par exemple, qui est notre ambassadeur. Nous avons M. Van Gogh. Nous en avons d'autres qui font ce travail extraordinaire sur le terrain un peu partout dans le pays. Parlant de financement, vous savez que l'Afrique a besoin de financement. Vous avez dit tantôt, vous êtes ouvert à tout État qui serait d'accord d'accepter les financements. Vous ne trouvez pas qu'il y a peut-être un flou, un cache-pied, je dirais, que les pays se réfractent, mais se rétractent à l'idée de venir vers vous, qui avez les financements pour contracter ces financements et puis faire développer des villes? Je ne dirais pas qu'ils se contractent. Je dirais qu'ils sont souvent un peu dans des lourdeurs bureaucratiques, les choses sont longues, et puis ils ont des traditions. Donc, depuis longtemps, vous avez emprunté à la Banque centrale, à la Banque mondiale, et bien que vous avez besoin de plus d'argent, vous allez voir qui? La Banque mondiale. Donc, vous critiquez la Banque mondiale, mais vous continuez à aller voir la Banque mondiale, ou alors le Fonds monétaire international, et ainsi de suite. Donc, ce sont des traditions, des usages qui sont anciens, liés à la colonisation, mais nous devons changer ces mentalités. Nous devons dire aux gens, la diaspora est là, vous n'avez pas besoin de vous endetter davantage, vous pouvez avoir des fonds souverains. Et nous sommes là pour ça, et nous sommes en train de le faire à l'heure où je vous parle. J'espère que ça pourra se faire en RDC. Il y a d'autres pays avec lesquels nous avons déjà commencé à signer. Donc, il faut changer de mentalité et de génération, mais l'Afrique est jeune. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des chefs d'État qui ne sont pas dans cette histoire ancienne et qui veulent avancer. Le temps nous fait défaut, nous sommes en train de chuter, mais on ne va pas se quitter comme ça. Il y a encore quelques petits sujets que nous devons encore débattre avec vous. Vous avez parlé des coopérations avec les États africains. À ces jours, quelles sont vos relations avec d'autres États africains, mais également
d'autres États du monde? Alors, nous avons, par exemple, beaucoup de dialogues avec des États. Je pense au Libéria, je pense à la Mauritanie, je pense, par exemple, à la Guinée-Bissau, où je dois me rendre d'ici peu, la Sierra Leone, mais en fait, avec toute l'Afrique, en fait. Nous avons, comme je disais, 120 ambassadeurs, pratiquement dans tous les États d'Afrique. Donc, nous avons vraiment besoin de travailler en ce sens. Les choses sont en train de se mettre en place. Je regrette parfois la lourdeur de la bureaucratie. Nous sommes un État beaucoup plus agile, justement parce que nous n'avons pas à gérer des infrastructures, des bureaux, etc. Nous sommes numériques. Donc tout ce qui est numérique va beaucoup plus vite. Voilà, c'est ce vers quoi j'orienterai volontiers les États, parce que lorsque vous digitalisez vos procédures, vous gagnez un temps extraordinaire. Vous avez également des relations avec des institutions internationales, notamment l'ONU et puis... Oui, par exemple, nous avons signé un accord de coopération avec l'Alliance de l'ONU pour le développement durable. Ça, c'est très important. Nous étions, je le disais tout à l'heure, à Sharm el-Sheikh, lors de la COP, qui a finalement acté, et c'est historique, le principe de la réparation climatique. Notre ministre de l'Intérieur, Madame Alison Combs, est par exemple vice-présidente du Forum permanent de l'ONU pour les personnes d'ascendance africaine. Donc vous voyez, nous avons évidemment des liens avec l'ONU. Avec l'Union africaine, je l'ai dit, j'avais été mandaté par le président de l'Union africaine pour créer cette instance que nous appelons l'État de la diaspora africaine. Nous avons aussi le coprésident de notre Chambre royale. Avec la reine Aïdji, nous avons le chef Sharon Bira. Et le chef Sharon Bira, c'est aussi le président du Parlement de l'Union africaine, vous savez, qui est basé en Afrique du Sud. Donc vous voyez que nous avons des dialogues nourris et des partenariats, non seulement avec les pays africains ou de la diaspora, mais aussi même avec les instances internationales, comme l'Union africaine, comme l'ONU. Institué en 2018, nous sommes en 2024 et qui tend d'ailleurs vers sa fin, 6 ans durant. Qu'est-ce que vous avez déjà fait à travers l'Afrique? Alors, vous avez parlé de culture. Nous avons obtenu la restitution des trésors du Bénin. Le masque Kakungu, qui est arrivé ici au Congo, c'est le résultat de notre campagne en Belgique. Pardon. Alors, en matière d'infrastructure, alors évidemment, une ville, c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps. Et surtout que nous faisons les choses en parallèle. Parce que comme nous avons 30 villes à faire, si je fais d'abord la première, puis la deuxième, puis la troisième, dans 500 ans, il y sera encore. Donc nous avons aujourd'hui acquis les terrains. Donc ça, c'est une étape très importante. Les terrains ont été mis à disposition dans les villes que j'ai indiquées. Hein. J'ai parlé de Lumumbashi, j'ai parlé de Mwanda, j'ai parlé de Kassai. Donc là, les terrains sont mis à disposition. C'est une étape majeure. Nous avons travaillé pour avoir les financements. Les financements sont acquis. C'est une étape majeure. Maintenant, il faut les faire arriver dans les pays en fonction de ce qu'ils veulent. C'est l'étape dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons aussi signé des accords de coopération avec des entreprises de construction. Pour les complexes médicaux, nous avons une entreprise qui s'appelle Medicus International, qui fait en effet des complexes médicaux. Ça, c'est quelque chose qui est fait. Donc, ce sont des étapes très, très importantes. Aujourd'hui, l'étape prochaine, c'est que la RDC, par exemple, nous dise « nous souhaitons bénéficier de ces financements » et à ce moment-là, on peut commencer, prendre le tracteur, mettre la pelle sur le terrain et avancer. Mais tant que je n'ai pas l'autorisation du pays, évidemment, je ne peux pas le faire, ça serait de l'ingérence. Vous avez parlé ici, Monsieur Georges, de la lourdeur, vous avez déploré, voulais-je dire, vous avez déploré ici la lourdeur bureaucratique de certaines autorités africaines, ce qui laisse croire que dans cette communauté d'afro-descendants, il y a beaucoup d'investisseurs. Mais malheureusement, l'Afrique, encore les autorités africaines, continuent d'espérer naïvement à l'avènement des investisseurs étrangers qui n'ont, permettez-moi l'expression, permettez-moi encore la métaphore ici, qui n'ont aucun lien historique, sans être raciste évidemment, aucun lien historique, et parlant des liens historiques qui peut-être n'éprouveront pas autant de sympathie ou encore d'empathie à pouvoir développer le continent africain. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de vous en tant que Premier ministre de l'État de la diaspora africaine pour améliorer les choses? Moi, je vais donner quelques exemples. Vous pouvez critiquer l'État d'Israël et ce qu'il fait aujourd'hui qui est horrible à Gaza. Mais que serait l'État d'Israël sans sa diaspora? Sa diaspora a fait un travail très actif qu'on peut critiquer, mais on doit constater qu'ils soutiennent leur pays. La diaspora juive aux États-Unis ou en Europe fait le travail et c'est ce qui permet à Israël de se développer et de faire des choses critiquables. Mais en tout cas, ils soutiennent à mort, j'ai envie de dire, leur pays d'origine. Que serait la Chine sans sa diaspora? En fait, tout le monde sait que la Chine a une balance commerciale excédentaire. Donc tout le monde est endetté par rapport à la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine a Chinatown partout dans le monde. En France, nous avons 3 Chinatown dans la région parisienne. Donc quand la Chine veut exporter en France, qu'est-ce qu'elle fait?
elle appelle la diaspora. Allô Chinatown, je veux exporter telle chose en France, comment je peux faire? Je vous l'envoie à vous. Et donc, il l'envoie à Chinatown, c'est pratiquement du commerce domestique. Parce qu'ils se connaissent, c'est la famille. Et une fois que Chinatown, Paris, a reçu les produits, eh bien, ils peuvent évidemment les vendre très facilement au reste du pays. Donc, il n'y a pas de problème de communication. La Chine peut exporter à l'étranger parce qu'elle n'exporte même pas à l'étranger, elle exporte à sa diaspora. Donc, la Chine exporte dans le monde entier, alors que l'Inde, par exemple, n'a pas d'India Town. Donc, l'Inde a une grosse diaspora, mais elle n'est pas structurée sur le même modèle que la Chine. Et donc, quand l'Inde veut exporter, c'est plus compliqué que pour la Chine. Pourtant, l'Inde a des talents. Regardez le patron de Google, le patron de Microsoft, c'est des Indiens. L'ancien Premier ministre britannique, c'est un Indien. Donc, il y a des talents dans la diaspora, mais pas structurés comme les Chinois. Donc, nous avons besoin d'imiter les modèles qui marchent bien. La Chine est devenue la Chine grâce à sa diaspora. Je ne sais pas combien de dizaines de Chinatown il y a aux États-Unis, peut-être des centaines. Donc, nous aussi, nous devons imiter ce qui marche. Nous avons la plus grande diaspora au monde, 350 millions d'habitants. La seule chose qui manque, c'est les connexions entre la diaspora et le continent. Mais nous avons déjà fait le travail, nous nous sommes organisés, l'Afrique s'est organisée, et nous avons juste besoin de faire des branchements entre nous pour être au niveau de la Chine, voire au-delà. En tout cas, c'est notre objectif. Alors, quand on présente la diaspora, parfois on a une image un tout petit peu tronquée, pensant que la diaspora est en fait l'Eldorado. Pourtant, il y a également des réalités tristes que l'on peut découvrir dans la diaspora africaine, évidemment en dehors du territoire africain. Comment vous accompagnez en fait ces gens-là qui éprouvent des difficultés? Vous avez raison. Pensons par exemple aux migrants qui veulent aller en Europe notamment, qui meurent en Méditerranée et qui sont donc des gens qui voulaient aller dans la diaspora et qui évidemment sont soit capturés en Libye, soit noyés dans la mer. Et ça, c'est catastrophique. Sans parler de ceux qui sont dans les pays de destination, qui sont discriminés au quotidien, qui sont tués par la police dans le cadre de violences policières, en Europe, aux États-Unis, au Brésil, n'en parlons pas. Donc, la vie n'est pas toujours rose. C'est pas l'Eldorado. Et nous disons aux gens, si vous voulez revenir en Afrique, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Revenez en Afrique parce que là, il vaut mieux que vous ayez des moyens économiques qui vont contribuer au développement de votre famille, plutôt que de rester au Brésil ou aux États-Unis à vous faire tirer dessus par la police. Donc non, ce n'est pas l'Eldorado, vous avez 1000 fois raison. Mon travail n'est pas de créer un Eldorado en France qui n'existera jamais pour nous. Mon travail, c'est de créer un Eldorado en Afrique, à la maison, avec toute la famille. Voilà, Premier ministre, nous sommes arrivés à la fin. On va se quitter avec deux questions. Ça sera certainement votre mot dès la fin. Et le tout premier mot sera sur la question du racisme. Le racisme, vous savez que ça gangrène un peu de partout, où l'homme noir ne se sent pas peut-être libre dans certains États européens, notamment en Italie, où vous voyez peut-être un footballeur qui est hué par les publics à cause de la couleur de sa peau. Quelle sera votre lecture par rapport à cette approche, mais également, quelle est votre position par rapport à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, deux pays africains, la RDC et le Rwanda, qui sont d'ailleurs vos entités, et la RDC, les Noirs, les Rwandais également, les Noirs, la RDC est agressée par les Rwandais à cause de ses minéraux, notamment les coltans. Il n'y a pas longtemps, les Rwandais a été publicité comme l'un des meilleurs producteurs de ces minéraux. Aussi longtemps que tout le monde le sait, que les sous-sols rwandais n'hébergent pas ces minéraux. Quelle est votre lecture par rapport à ces situations? D'une manière générale, nous n'aimons pas beaucoup nous prononcer sur la politique africaine intérieure. Là, cependant, vous évoquez des faits qui ne sont pas des faits de politique intérieure. Il y a des crimes graves, des crimes de masse, et je ne peux que les condamner. Je regrette, comme beaucoup de personnes ici, le rôle du gouvernement ougandais dans l'est de votre pays. Le gouvernement ougandais a fait un travail extraordinaire à l'intérieur de son pays pour mettre fin à un génocide, pour développer son pays. Quand on le voit, on est fier de le voir, mais quand on voit ce qui se passe en RDC, dans l'est du pays, donc à l'ouest du Rwanda, là, on regrette amèrement ce qui se fait. Donc moi, je ne veux pas que le développement du Rwanda se fasse sur le dos du Congo. Donc là, je crois que je peux être très clair là-dessus. Même si, en général, nous ne faisons pas d'ingérence, nous ne commentons pas l'actualité intérieure, mais ce n'est pas une actualité intérieure. C'est un problème pour l'humanité tout entière. Il y a plus de 10 pays qui sont finalement impliqués dans tout cela. Il n'y a pas que le Rwanda. Donc, vous connaissez la situation mieux que moi. En tout cas, ma position est claire là-dessus. Maintenant, sur le racisme, bien entendu, il est aussi très très lié à l'histoire coloniale. La réparation dont j'ai parlé tout à l'heure doit passer par la lutte contre le racisme. J'ai moi-même été longtemps le président de la Fédération nationale des Noirs de France,
le cran. Et aujourd'hui, je pense que la principale façon de lutter contre cela, c'est de renforcer l'économie de l'Afrique et de la diaspora. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué en Europe d'être raciste à l'égard des Chinois. Pourquoi? Parce que si vous êtes raciste à l'égard d'un citoyen chinois en Europe, vous savez que vous aurez des problèmes avec la Chine. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, il y a un touriste chinois qui a été bousculé par un pickpocket. Le lendemain, le Premier ministre de la France a dit « Nous allons faire une police spéciale pour protéger les touristes chinois ». La Chine n'a même pas eu besoin de protester, le problème était déjà résolu. Nous n'avons pas une police pour les Noirs, nous avons une police qui souvent vise les Noirs, les Arabes, etc. Donc, lorsque nous aurons cette force économique, croyez-moi, l'essentiel du problème lié au racisme sera résolu. Moi, je n'ai pas le temps d'éduquer les gens à la lutte contre le racisme, de les sensibiliser. Je l'ai fait pendant des années, ça suffit. Aujourd'hui, nous devons imposer un rapport de force. Et ce rapport de force, nous pouvons l'imposer de manière politique et économique, à condition de travailler tous ensemble. C'est donc le sens de notre devise, je le rappelle, renforcer l'Afrique par la diaspora et la diaspora par l'Afrique. Monsieur le Premier ministre, c'était un plaisir de vous avoir. En tout cas, bon vent pour vos différentes rencontres et coopératives ici en République démocratique du Congo. Merci de votre accueil à tous les deux. C'était votre magazine Les Diagnostics. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.